Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super content de vous présenter un nouveau concept de vidéo sur la chaîne. L'idée c'est de vous présenter un personnage, un sujet, une problématique à travers les livres que j'ai pu lire dessus. À chaque début d'épisode j'essaierai de vous présenter les dates de publication, le nombre de pages, le nombre d'heures que j'ai mis pour les lire. Comme ça vous pouvez avoir une idée globale du temps que j'ai mis. Derrière ça, l'idée c'est de vous montrer la force de la lecture rapide et la quantité de connaissances que vous pouvez acquérir en très peu de temps. Sans plus attendre, le premier personnage est pas des moindres. Certains le considèrent comme un monstre géopolitique, d'autres comme le diplomate du siècle, Henry Kissinger. Bon alors sur Kissinger, j'ai lu globalement 4 ouvrages, 3 que lui-même a publiés et qui font à mon sens partie des plus importants à lire chez lui, et une biographie. Donc on a Diplomatie, De la Chine et L'Ordre du Monde, et la biographie a été écrite par un ancien diplomate français du nom de Gérard Haraud. Je vous ai mis sous chacun des ouvrages le nombre de pages qui le représentent et le temps de lecture global que j'ai pu mettre. Donc voilà, en une grosse semaine, avec maximum 1 heure de lecture par jour, j'arrive à ce résultat. Pour les éléments biographiques, je vais me baser sur l'ouvrage de Gérard Haraud. Kissinger est né en Allemagne en 1923. Il est d'origine juive et sa famille fait partie de la bourgeoisie. Sa mère sent la montée forte de l'antisémitisme en Allemagne, notamment avec la tentative de coup d'État d'Hitler à Munich en 1923, qui d'ailleurs échouera, le mettra en prison, dans la même prison où il écrira Mein Kampf. En 1938, c'en est trop, la famille Kissinger s'enfuit aux États-Unis à bord d'un bateau français. On verra que cette Europe qu'il quitte du haut de ses 15 ans restera fondamentale pour lui. Lors de l'entrée en guerre des États-Unis au début des années 40, Kissinger est appelé pour partir en Allemagne. Déjà remarqué par son intelligence et sa capacité de travail, il y rencontrera Fritz Kramer, un brillant militaire rempli de connaissances, qui pourra initier Kissinger, qui lui est un monstre d'intelligence mais assez pauvre en connaissances, à la volonté de savoir. Il profite du fait que la prestigieuse école d'Harvard souhaite ouvrir ses portes aux brillants soldats qui viennent de rentrer au pays. Il intègre l'école avec la claire volonté d'y laisser son empreinte. Kissinger attire très rapidement l'attention de ses professeurs. Sa thèse sur la diplomatie de l'Autriche de Metternich et du Royaume-Uni de Castlereagh en 1820 sera connue comme étant une des plus longues de l'histoire d'Harvard. On peut d'ores et déjà dire que son entrée dans le monde diplomatique va être fracassante. Kissinger se rapproche de l'intelligentsia et de la haute bourgeoisie new-yorkaise. Il se rapprochera du futur président Eisenhower, du futur président Kennedy, et trouve même l'admiration de Nelson Rockefeller, qui n'est rien d'autre que le petit-fils du milliardaire Rockefeller. C'est en 1968, lors des élections où Richard Nixon adviendra au pouvoir, qu'il sera nommé conseiller à la sécurité nationale. À partir de ce moment-là, il faut se dire une chose. Kissinger est arrivé au pouvoir et il restera pendant plus d'une décennie le principal acteur et penseur de la diplomatie américaine, alors première puissance mondiale, dans un contexte de guerre froide. De 1969 à 1974, sous la présidence de Richard Nixon, Kissinger va avoir beaucoup de pain sur la planche. Les États-Unis sont notamment empêtrés dans la guerre du Vietnam qui devient un espèce de fiasco pour l'opinion publique américaine. Seulement voilà, Kissinger, c'est loin d'être un enfant de cœur. Sa vision de la diplomatie et des relations internationales est une vision dite réaliste. C'est la real politic, comme le disent les anglophones. C'est l'idée toute simple qui consiste à dire que l'intérêt pour la nation, pour sa nation, c'est-à-dire les États-Unis, ça passe avant tout. Et que pour protéger ses intérêts, eh bien la force et la puissance est le levier privilégié. Surtout quand on sait que la guerre du Vietnam est la 3e guerre la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis, avec un budget total de 700 milliards de dollars, et aussi parce que les États-Unis sont connus pour leurs dépenses colossales dans le milieu militaire, donc autant en profiter. Pour Kissinger, le Vietnam c'est un dilemme très simple. Si les soldats américains doivent partir du Vietnam sans avoir vaincu leur ennemi, la crédibilité de la politique étrangère américaine sera remise en cause pendant des décennies. D'un autre côté, la guerre au Vietnam s'enlise et l'opinion publique américaine prône un retour de leurs soldats. Le conflit se terminera par l'obtention d'un cessez-le-feu, un retrait des troupes états-uniennes, et le duo Nixon-Kissinger s'en sort super bien dans l'opinion publique américaine. Il faut même se dire qu'avec un bilan de plus de 60 000 soldats américains morts et dans les faits un certain échec géopolitique au Vietnam, Kissinger obtiendra le prix Nobel de la paix en 1973. Le prochain sujet sur lequel Kissinger va s'imposer comme étant un monstre géopolitique, c'est l'Est, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Kissinger va vraiment prolonger la période de la guerre froide qu'on a appelée la détente, période où le dialogue, les négociations et les limitations d'armement reviendront entre les belligérants. C'est notamment avec la Chine que Kissinger entretiendra des relations toutes particulières. Par exemple avec Zhou Enlai, le premier ministre de Mao Tse-tung et de la République populaire de Chine pendant plus de 20 ans, notre Henry Kissinger va réussir à construire une relation de confiance basée sur une forte connivence intellectuelle. Et c'est ainsi que dans De la Chine, Kissinger va retracer le pays le plus vieux au monde, plus de 5000 années d'histoire, et va aussi y présenter toute sa singularité. Un empire gigantesque mais défensif car il est entouré d'envahisseurs potentiels, que ce soit au nord avec la Russie, au sud et à l'ouest avec la chaîne de l'Himalaya, à l'est avec le Japon, ou même des puissances occidentales qui viendront ouvrir le marché chinois pendant les guerres de l'opium au XIXe siècle,
La Chine est un pays qui se défend. Je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous voulez découvrir l'histoire du magnifique pays qu'est la Chine et surtout le pourquoi des relations qu'on a actuellement avec elle. Kissinger nourrit l'ouvrage des nombreux entretiens qu'il a pu avoir avec Mao Tse-tung ou Chou En-lai et il va en conclusion interroger le futur des relations sino-états-uniennes avec une ouverture que j'ai trouvée super intéressante où il cite Kant et son ouvrage vers un projet de paix perpétuel. Pour Kissinger, les dirigeants des deux puissances auront le choix entre un avenir de co-construction et de paix, évidemment bénéfique aux deux pays, ou un accroissement des conflits d'intérêts géopolitiques auxquels semblent les mener leur montée en puissance respective. Publié en 2011, on peut se rendre compte de la porte ouverte que laisse Kissinger dans la pensée géopolitique internationale à tous ses lecteurs aux quatre coins du globe sur la relation Occident-Chine. Avec les éléments géopolitiques actuels, on voit malheureusement que ce n'est pas le chemin qui est pris. Dans cette vidéo, je vais malheureusement devoir passer sous silence de nombreuses interventions cruciales que Kissinger a pu avoir sur de nombreux conflits pendant cette période, et j'aimerais faire un petit focus sur une partie plus sombre de la vie géopolitique de Kissinger, qui à mon sens donne à la maxime de Goethe tout son sens, celui qui agit est toujours injuste, seul celui qui observe est juste. En 1973 éclate le scandale du Watergate, une affaire d'espionnage politique qui écartera Nixon de la vie politique en 1974 puisqu'il présentera sa démission. Kissinger, lui, ne bouge pas. C'est même l'inverse parce qu'il va commencer à prendre les rênes sur de nombreux autres sujets. Au Chili notamment, il voit monter le socialiste Salvador Allende qui risque de faire pencher la balance vers les communistes encore dans le contexte de guerre froide. Selon différentes sources, il mobilisera la CIA et appuiera le coup d'État du futur dictateur Pinochet. Il dira lui-même « Je ne vois pas pourquoi nous devrions rester tranquilles quand un pays devient communiste à cause de l'irresponsabilité de son peuple. » Il appuiera aussi politiquement le président indonésien Suharto dans son invasion et son occupation du Timor oriental, une occupation qui fera plus de 100 000 morts. Si à la fin des années 70, Kissinger commence à s'écarter du pouvoir, il garde une influence colossale sur de nombreux chefs d'État, que ce soit Poutine, que ce soit Xi Jinping, que ce soit Emmanuel Macron récemment, ils savent tous que Kissinger n'est pas le genre de diplomate à venir les embêter sur des questions de droits de l'homme ou de moralité en termes de géopolitique. Il reste impartial pour certains, immoral pour d'autres. À côté de sa vie professionnelle, on se rend compte qu'Henry Kissinger est un tout autre homme. Malgré son apparence un petit peu disgracieuse pour certains, il n'a aucun problème à côtoyer les plus belles femmes des États-Unis. Partout dans ses nombreux voyages, il saura user de son charme, d'ailleurs autant avec la gente féminine qu'avec les présidents et diplomates de chaque pays. Kissinger, c'est aussi un bourru de travail, plus de 15 heures par jour, tous les jours. Malgré une mauvaise hygiène de vie puisqu'il adorait les fast-foods, Kissinger reste encore aujourd'hui, alors qu'il approche des 100 ans, un conseiller hors pair des plus puissants de notre monde. Pour conclure, j'aimerais vous parler des deux ouvrages qui me semblent les plus importants chez Kissinger, Diplomatie et L'Ordre du Monde. Diplomatie, c'est son ouvrage le plus connu. Pour quiconque souhaite découvrir les relations internationales, c'est un classique. De Richelieu, en passant par Napoléon III et Bismarck jusqu'à la fin de la guerre froide, Kissinger déroule sa vision de la diplomatie et explique comment lors de chaque conflit, la thèse réaliste a dicté le fonctionnement du monde. C'est un ouvrage profus en références et en anecdotes. Le style de l'universitaire Kissinger marque l'esprit et démontre la puissance de la volonté d'un homme qui a passé sa vie à réfléchir aux rapports de force. Le dernier chapitre de Diplomatie, qui s'appelle L'Ordre du Monde reconsidéré, est une sorte de pont jeté sur son dernier ouvrage, publié en 2014, qui s'appelle L'Ordre du Monde. Dans ce livre, il explique les défis auxquels nous aurons à faire face au XXIe siècle, un siècle qui selon lui sera géopolitique ou ne sera tout simplement pas. Que ce soit les nouvelles technologies ou l'avènement de grandes puissances comme la Chine ou l'Inde en Asie, en passant par les tensions inéluctables qu'adviendront avec l'ascension d'un islam radical en Orient, et un conflit israélo-palestinien qui ne désemplit pas, Kissinger retrace une histoire du monde qui nous amène droit vers ces problématiques extrêmement complexes, mais qui nous apparaissent pour nous, comme lecteurs, comme des problématiques clarifiées grâce à la plume du diplomate du siècle. Bon, je n'ai malheureusement pu faire qu'une synthèse très rapide des ouvrages que j'ai lus, mais j'espère surtout vous avoir montré qu'on peut acquérir des connaissances vraiment solides sur un personnage ou n'importe quel sujet en très peu de temps. Je n'ai évidemment pas le temps dans une vidéo d'un tel format de vous expliquer les deux histoires du monde qu'il retrace à la fois dans l'Ordre du Monde et dans Diplomatie, mais si ça vous a intéressé, je vous recommande fortement la lecture de L'Ordre du Monde de Kissinger, qui retrace les grands événements géopolitiques de notre histoire universelle. J'espère vraiment que ce concept de vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.